Što mislite, kako on vidi francusku politiku u jugoslovenskoj krizi? Znači, verovatno je za vreme Mitterana ona bila korektna. U to vreme ili kako tu voliš? 90. godina. Kako vidi, znači... Da, kako vidi francusku politiku u jugoslovenskoj krizi, de la crise Yougoslavie ou la politique de Paris? Pour la période de 90 à 2001. Que je pense de la période... C'est ça, et comment est-ce que vous pouvez parler un peu des rôles de France à ce moment-là, concernant la Yougoslavie et la guerre, disons les éléments qui se sont développés. I mogu bi drugo pitanje, znači ovo je jedno uopšteno, pa da može ovako da odgovori njegovo mišljenje. I drugo pitanje, kako vidi šanse Srbije da, i šta predlaže on kao prijatelj Srbije i Srba u vezi Kosova i Metohije, da verovatno se prolongira. La question concernant Kosovo, comment est-ce que vous voyez la situation actuelle, et est-ce que vous avez peut-être un conseil de votre expérience qui peut nous aider et nous montrer... Je vais dire ce que j'ai dit à Moudva il y a 2 jours, hein, en fait, c'est ça. Hein. J'ai essayé d'être court, et donc j'attaque en français, et puis vous ferez les traductions. Ne prevodimo sada, nego bolje tu imate u... Da, najbolje tako. Koje pare direktno en français, imate li sada... Oui, c'est très bien. Moi, je vais dire quelques mots sur mon expérience personnelle de la Yougoslavie, que je ne connaissais pas avant les événements personnellement, avant les événements de 1999, avant les événements du Kosovo. Et bien sûr, j'avais assisté de loin au démantèlement de la Yougoslavie des années précédentes, depuis le début des années 90. Démantèlement qui, à mon avis, n'est pas dû au hasard, qui était une chose qui était voulue, je pense, par un conglomérat d'intérêts américains, allemands principalement. Et nous, les Français, malheureusement, malgré l'amitié que François Mitterrand avait, sincèrement, je pense, pour la Yougoslavie et la Serbie en particulier, nous avons suivi les alliés, ce que nous appelons les alliés depuis la guerre froide, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Personnellement, moi j'ai été nommé commandant des forces spéciales françaises en Macédoine et puis au Kosovo en tout début d'année 99, et mon état d'esprit était partagé parce que j'avais eu la chance de pouvoir parler de tout ça avec mon père, qui était un officier général déjà âgé. Il était en fin de vie puisqu'il était atteint d'un cancer, qui va l'emporter d'ailleurs 3 jours après mon retour du Kosovo, le 12 juillet 1999. Et il avait eu le temps de me rappeler un certain nombre de choses sur cette amitié franco-serbe et cette tradition d'amitié franco-yougoslave et franco-serbe. Alors moi je suis arrivé au Kosovo dans des conditions pas faciles, sous commandement britannique, puisque l'opération de l'OTAN était commandée par un général britannique, le général Jackson, et moi-même appartenant aux forces spéciales, commandant les forces spéciales françaises, j'étais sous commandement d'un général britannique qui commandait l'ensemble des forces spéciales alliées. Et très vite, on s'est rendu compte alors d'abord, très vite de la désinformation colossale. Je crois que maintenant, ce n'est plus un secret. Des historiens le disent, des universitaires le disent, des journalistes l'avaient déjà dit, mais la désinformation sur le Kosovo a été colossale. Elle l'avait été sur la Yougoslavie, bien sûr, avant, les 10 ans précédents, les 9 ans précédents, les 8 ans précédents, mais elle a atteint des sommets, je pense, avec l'affaire du Kosovo, puisque finalement tout est parti des soi-disant négociations de Rambouillet, qui n'étaient pas des négociations, qui étaient simplement une manière de vouloir forcer la main à la Yougoslavie à propos du Kosovo, face à la rébellion armée albanophone, l'UCK, qui avait entrepris de mener une guerre civile interne à l'État yougoslave. Et on voit bien que ces négociations de Rambouillet, on veut obliger en fait
la Yougoslavie a capitulé devant des conditions inacceptables. C'est pas moi qui le dis, ce sont des grands responsables allemands, otaniens, ou des journalistes, ou des écrivains, ou des historiens qui le disent. Et finalement, ça va se traduire par un refus qui va légitimer les bombardements qui vont démarrer le 24 mars, si mes souvenirs sont bons, 1999, 78 jours de bombardement, d'une guerre déclarée sans mandat de l'ONU, il n'y a pas de mandat de l'ONU, et cette guerre est en infraction avec la charte de l'OTAN, puisque l'OTAN, dans son chapitre 5 ou 6, interdit une action agressive à l'égard d'un pays étranger qui lui-même n'aurait pas agressé un des pays de l'Alliance. On est exactement dans un cas incroyable où l'OTAN choisit de violer sa propre charte tout en violant la charte des Nations Unies et le droit international. Et cette guerre, moi j'arrive donc là-bas avant les bombardements, et je dois dire que je ne croyais pas à la réalité des bombardements. Je pensais que c'était du bluff. Comme on sentait qu'il y avait beaucoup de bluff dans cette opération, cette affaire du Kosovo, je pensais que c'était du bluff. En fait, ce n'était pas du bluff. Il fallait faire plier manu militari, comme on dit en français ou en latin. Il fallait faire plier la Yougoslavie. Voilà. Donc moi, j'ai suivi le conseil de mon père, parce que j'avais eu envie de me retirer de ce dossier pour me consacrer à des affaires africaines que je connaissais mieux. Et mon père me dit non, tu es désigné pour commander ces forces spéciales françaises au Kosovo, tu y vas, parce qu'au moins tu es prévenu, au moins tu pourras faire preuve de discernement et tu feras ton métier le mieux possible, tu exécuteras les ordres le mieux possible avec intelligence et discernement. Le mot discernement est important. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant cette opération, c'est ma dernière opération, parce que après elle m'a conduit à quitter l'armée française et à essayer de survivre dans la vie civile, ce qui était encore autre chose. Mais voilà ce qui est important pour moi de dire, c'était quand on entend dans la bouche d'Hillary Clinton ou de Madeleine Albright parler de 200 000 morts au Kosovo en avril 1999, c'est un mensonge. Quand on entend parler dans la bouche de Joschka Fischer, qui était le ministre des Affaires étrangères allemand, du plan fer à cheval, c'est une invention pure et simple, c'est un montage, c'est une désinformation pure et simple. Voilà pourquoi je pense qu'on a bâti un pseudo-État fantoche, qui s'appelle la République du Kosovo aujourd'hui, malheureusement reconnu par la France, ce qui est une honte pour moi, et par un certain nombre d'États dans le monde, mais pas par d'autres. Voilà pourquoi on a bâti cet État fantoche, État mafieux, non-État, où aucune des lois humaines n'est respectée aujourd'hui, et on ne sait pas comment sortir de ce problème, créé de toutes pièces par l'OTAN, les États-Unis, l'Allemagne comme leader, et puis avalisé par l'Union européenne, qui a été d'une faiblesse incroyable dans cette affaire. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'Europe est morte à Pristina », parce que je veux dire que l'Union européenne s'est totalement déconsidérée dans cette affaire du Kosovo. Voilà, et se déconsidère depuis parce que il faudrait en réalité faire appliquer la résolution 1244 de l'ONU qui précise, qui stipule toujours, parce qu'elle est toujours en vigueur, que la province du Kosovo est une province serbe, peut-être dotée d'une administration particulière, autonome, etc. C'est un autre problème, mais que c'est une province serbe. Et je pense que si l'État serbe était présent au Kosovo aujourd'hui, toutes les populations, à commencer d'ailleurs par les Albanais du Kosovo, vivraient mieux économiquement, au plan sécuritaire, au plan des libertés élémentaires, etc. Donc, je n'ai pas de conseil à donner, j'ai aucun conseil à donner. Ce que je crois, c'est que la guerre, cette affaire du Kosovo, la guerre du Kosovo a été perdue sous l'effet de la désinformation. Donc, il faudrait que les Serbes soient meilleurs informateurs, meilleurs communicants qu'ils ne sont. Ils sont souvent pas bons communicants. Première chose. Ensuite, il y a un phénomène qui est le phénomène démographique. Quand vous avez des familles chrétiennes à 2 enfants opposées à des familles musulmanes à plusieurs femmes et à 6 ou 7 enfants par femme, le poids démographique s'impose très vite. Donc je pense qu'il faut
Aujourd'hui, il faudrait que la diplomatie serbe, le gouvernement serbe, obtienne, avec l'aide de ses alliés naturels, je pense à la Russie bien sûr, mais je pense aussi à un pays comme la France qu'il faudrait amener à ça, qu'il faudrait convaincre de faire ça. Je pense qu'il faudrait que la diplomatie serbe obtienne le respect de cette résolution 1244 de l'ONU, le retour de l'état de droit, c'est-à-dire l'état serbe au Kosovo, police, armée, justice, et avec l'instauration d'une autonomie réelle bien sûr, mais l'obligation pour les autorités de la province d'accepter le retour des réfugiés serbes, la réintégration dans leurs biens, dans leurs propriétés, qui ont été spoliés, qui ont été volés, avec des indemnités de l'Union européenne, qui, si elle veut jouer son rôle de paix dans la région, doit aller jusqu'au bout de cette logique, indemniser les familles, permettre le retour des activités économiques au Kosovo, permettre le retour des paysans, permettre le retour des artisans, permettre le retour de tout ce tissu économique et social humain serbe qui a disparu aujourd'hui sous le fait de l'épuration ethnique. Et puis après, il y a une action dans la durée qui est l'aide à la politique familiale, natalité en particulier, aux familles serbes qui acceptent de revenir au Kosovo, parce que 2 enfants, c'est pas suffisant. Et je le dis, moi qui ai 6 enfants, je peux dire qu'il faut au moins avoir 3 ou 4 enfants. Voilà. Ce que je crois vraiment, si on veut sauvegarder l'identité, la culture, la civilisation, et tout ça dans un climat de paix, parce qu'il s'agit de ramener la paix dans les Balkans et de ramener la paix au Kosovo. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Koji su geopolitički razlozi zašto Sjedinjene države stvaraju veliku Albaniju na Balkanu? Da li je to povezano sa projektom islamizacije, o čemu je pisao Aleksandar Del Val? Inače, pozdravio ga puno Bogdan Manojlović, koji mi se javio. Nikola Gajić je omogućio ovaj razgovor, zahvaljuje se njemu, i da kaže nešto o svom ocu, generalu, koji je bio blizak Srbima. Sono très intéressé. Comment est-ce que vous voyez le rôle des États-Unis dans toute cette situation de 90 jusqu'à aujourd'hui? Et également quelques mots, si vous pouvez dire à propos de votre père général, n'est-ce pas? Ils savent que, vous avez déjà dit, je pense, on est avec l'ECO. Vous dites, je pense que ça m'a touché la question de... Non, le problème des États-Unis, moi je suis d'une famille de militaires, de soldats, de père en fils, et je n'ai jamais rien eu contre les États-Unis. En plus, je suis d'une famille royaliste, et on se souvient que les États-Unis existent grâce au roi Louis XVI. Donc je dis ça, j'ai rien contre les États-Unis, sauf que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se pensent être le gendarme du monde. Or, ils ne sont pas le gendarme du monde. Un monde unipolaire est un monde catastrophique. Il faut donc un monde multipolaire. Alors quand aujourd'hui il y a une véritable tendance de la politique américaine à établir son impérialisme, son hégémonisme, on peut appeler ça comme on veut, mais sur le monde entier. C'est insupportable. C'est insupportable pour tous les patriotes du monde entier. Alors, je me réjouis d'avoir entendu le président Trump, il y a quelques jours, dire « L'avenir n'est pas aux mondialistes, l'avenir est aux patriotes de tous les pays ». C'est une très bonne nouvelle. Si le président Trump applique ce programme, moi ça me va très bien. Parce que l'Europe est une entité qui existe, qui est sur un continent, qui a sa civilisation, en particulier chrétienne, avec des fondements très anciens, chrétiens, que nous partageons tous, de Brest, à l'extrémité ouest de l'Europe, jusqu'à Vladivostok, parce que la Russie fait partie de l'Europe. Voilà. Et tout ce qui entre fait partie de l'Europe. Et donc, quand on parle d'Europe, il faut parler de cette Europe-là. Il ne faut pas parler de l'Union européenne, qui, le général de Gaulle aurait dit que c'était un machin, une organisation, qui a eu son utilité à une époque, mais qui est aujourd'hui totalement dévoyée
et qui est un vassal de la politique américaine, avec un bon élève, l'Allemagne, qui est au premier rang et qui fait toujours, en gros, ce que l'Amérique lui demande. Et donc c'est ça le problème, c'est que nous, Européens, reprenions notre destin d'Européens ensemble, tous ensemble, sans exclusive, mais avec une organisation européenne propre et libre. Voilà. Donc je pense que les États-Unis ont joué un rôle très néfaste en Europe depuis, depuis la fin de la guerre froide, avec l'antagonisme avec la Russie. Je peux comprendre l'antagonisme vis-à-vis de l'Union soviétique, mais quand l'Union soviétique a disparu en 1989, une autre Russie est revenue sur le devant de la scène, et c'est la vieille Russie. C'est la Sainte Russie, on peut même dire. Et à partir de là, il faut discuter avec elle comme avec des frères, comme avec un peuple ami, une civilisation amie qui nous est très proche. Arrêter de considérer la Russie comme l'ennemi, ce qui est ridicule aujourd'hui, ce qui n'a aucun sens, et qui est, je pense, un obstacle à la paix et au développement de l'Europe. Voilà ce que je peux dire en résumé. C'est très intéressant. Monsieur Hogarde, comment, la dernière question, ce n'est pas de problème, comment vous regardez la situation intérieure de France aujourd'hui? La France est aussi une grande puissance du monde parce que la France est la nucléaire de puissance et aussi la vote des Nations. Oui. Et encore des départements, oui. 65 millions d'hommes, le plus bel pays de l'Est Europe, 560 000 kilomètres, c'est comme Grande-Bretagne et Italie. Oui. Oui. Comment vous regardez la situation de France intérieure, économie, sociale, politique? Vous avez le grand patriote France, le nombre de Serbes, tradition, regarde la France comme un pays très amical. Alors, ça c'est une question évidemment très importante parce que moi j'aime mon pays, je suis un patriote français et je pense que mon pays va mal aujourd'hui. Il va mal pour plusieurs raisons. Alors, on pourrait expliquer ça dans l'histoire parce qu'il y a des raisons historiques, mais je ne vais pas remonter 200 ans ou 250 ans en arrière. Je pense que la France a connu des périodes de rupture successives depuis la Révolution française et que ces périodes l'ont affaibli dans son identité, dans sa structure profonde, dans sa structure sociale, dans sa structure mentale, dans sa structure culturelle. Aujourd'hui, alors ça, ce sont des étapes progressives, mais aujourd'hui, on a une situation qui, à mon avis, est très sérieuse, voire grave. Je le dis parce que je le pense vraiment. La France a toujours été un pays d'accueil, une terre d'accueil, et nous avons connu dans l'histoire beaucoup d'émigrations. Mais toutes ces émigrations, à l'exception de l'émigration chinoise ou vietnamienne qui est récente, et qui n'est pas européenne, et qui n'est pas chrétienne, mais qui se passe bien parce que ce sont des gens disciplinés et organisés, et qui veulent devenir français. Les autres émigrations se sont toujours très bien passées parce que ce soit les Italiens, les Roumains, les Portugais, les Serbes, tous ces gens venaient, les Polonais, tous ces gens-là venaient avec des valeurs de vie, des valeurs civilisationnelles très proches. Et donc, ils ont accepté l'intégration sans renier leurs origines. Moi, je connais bien, évidemment, l'Union des Serbes de France, où je vois des Français très attachés à leur tradition et à leurs origines serbes, et qui en même temps sont très bons Français. Bon, c'est parfait. Mais aujourd'hui, on voit bien ça date des années 70, milieu des années 70,
les gouvernements français de l'époque ont pris des décisions irresponsables et gravissimes. Je pense au regroupement familial en particulier. Quand vous aviez des ouvriers tunisiens, marocains, algériens ou autres venant en France et que tout d'un coup leur ouvrez les voies pour qu'ils fassent venir leur famille, pour des motifs nobles et des motifs humanistes, mais faire venir leur famille, ça va au début parce que les familles ne sont pas nombreuses et qu'elles s'adaptent et qu'elles s'intègrent. On n'est pas raciste en France, on est capable d'accueillir des gens de races différentes, ça ne pose pas de problème. Mais pas au-delà d'un certain seuil. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle qui le disait. Or, les gens qui lui ont succédé, je pense au président Giscard d'Estaing, je pense au président Chirac, ont balayé tout ça et ont laissé ouvert les vannes et ont laissé venir tout le monde. Alors ce phénomène est grave, il a créé des communautés inassimilables en France, qui ne veulent pas s'assimiler, et qui ont une haine de la France incroyable, et qui vivent en France, et qui profitent du système économique français, du système social français, qui est exemplaire, je pense à la sécurité sociale par exemple, et profitent de tout ça, mais ne donnent rien en échange, et au contraire, véhiculent la haine de la France. On a un énorme problème qui est en train de grossir, de grossir, de grossir. Et personne ne traite ce problème. Tout le monde fait ça, politique de l'autruche, j'enfouis ma tête dans le sable pour ne pas voir les problèmes. Et ça, c'est extrêmement grave. Les gouvernements de droite comme de gauche. Il n'y a pas de... C'est pas une affaire de politique, je dirais, de définition de parti ou autre. Voilà, donc ça c'est pour, à mon avis, le grand danger qui nous menace. Il faut l'appeler par son nom, l'islam. Il n'y avait pas d'islam en France, et maintenant on parle d'un islam de France. Je suis désolé, l'islam est incompatible avec les valeurs françaises. C'est ma conviction. Nous sommes une terre chrétienne. Je n'oblige pas les gens à aller à la messe ou à la liturgie tous les dimanches, c'est un problème personnel. Mais la fête de Noël, c'est la fête de Noël. La fête de la Toussaint, c'est la fête de la Toussaint. La fête de Pâques, c'est la fête de Pâques. Et tout ça, c'est ce qui rythme notre année, nos mois et nos jours. On ne peut pas renoncer à ça, sinon on renonce à être la France. La France de mon enfance, la France que j'ai connue jeune homme, la France qui a vécu normalement jusqu'au président Pompidou inclus. Et les grands bouleversements ont commencé sous le président Giscard d'Estaing, le président Mitterrand, qui pourtant avait une très bonne formation, était un homme de grande culture et était conscient d'un certain nombre de choses, mais il a laissé partir beaucoup de choses, lui aussi. Et puis après, des présidents de plus en plus petits. Voilà. Et on a aujourd'hui une France qui est malade. Il y a deux France en fait. Aujourd'hui, il y a la France des Français patriotes, de droite ou de gauche, c'est pas l'important. Ça, c'est les questions sociales ou économiques, mais c'est important aussi, mais c'est pas la limite majeure. Mais des Français qui ont conscience de leurs racines. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et donc, ça, c'est très important. Puis l'autre France, qui est cosmopolite, qui est la France des bobos, comme des bourgeois décérébrés et déconnectés de la réalité, déconnectés de leurs racines, et qui absorbent par faiblesse et par peur, par soumission anticipée, des communautés que nous ne pourrons jamais intégrer. Voilà, c'est ça, à mon avis, le problème majeur de la France aujourd'hui. La France a une économie solide, dans le fond, mais je regrette beaucoup que les gouvernements qui succèdent actuellement bradent cette économie, en particulier aux sociétés américaines. Il y a des scandales de sociétés françaises qui sont des joyaux de l'économie française, qui sont bradés à des grands groupes américains ou cosmopolites ou internationaux. C'est scandaleux. On est en train de détruire notre industrie. Notre agriculture est en danger. Tous les fondamentaux économiques de la France restent encore présents, mais pour combien de temps? Donc ça, c'est la vraie question aussi. Il n'y a pas de grande puissance sans les moyens matériels qui vont avec. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la première priorité de la Serbie aujourd'hui, pour parler de la Serbie, c'est de reconstituer son économie
détruite par toutes ces années de guerre et de troubles. Et nous, Français, il ne faudrait pas que nous connaissions, dans les années qui viennent, un phénomène de démantèlement comme la Yougoslavie en a été malheureusement le triste spectacle. Voilà. Evo kratko pitanje, pošto je pomenuo generala de Gaulle, predsjednika Francuske, da se podsjetimo Pierre-Marie Gallois, generala koji je bio veliki prijatelj srpskog naroda, geopolitičar, i na de Gaulleovu ideju Evrope nacija, a isto tako da prokomentariše Marine Le Pen, Nacionalni front, njen uspjeh, kao i to što je Steve Bannon u stvari podržao antiglobaliste u Evropi, pre svega Marine Le Pen i Severnu ligu. De voir un peu comment est-ce que voyait de Gaulle à l'époque et actuellement, est-ce qu'il est suivi, et surtout quand on parle maintenant de ce mouvement souverainiste qui est présent. Ce que je dis moi n'engage que moi. Hein. Je parle pour moi, et je n'ai pas forcément raison. Mais moi, alors d'abord De Gaulle. De Gaulle est un personnage majeur de notre histoire récente et qui avait des qualités d'homme d'État indéniables. Alors moi je regrette deux choses dans la politique du général de Gaulle. Je regrette deux choses. C'est la manière dont il a réglé les événements en 1944-45, car une fracture récente de la France date de cette époque. Le maréchal Pétain était un vieillard qui avait fait de son mieux pour protéger les Français dans la vie quotidienne. Ce n'était plus un maréchal de France, un guerrier, c'était un vieux monsieur qui a fait de son mieux pour protéger la France et les Français. On en a fait un traître, un collaborateur. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je pense qu'il était un bouclier quand De Gaulle était une épée. Et on a besoin à la guerre, au moins autrefois, d'un bouclier et d'une épée. Première chose. Donc je trouve que De Gaulle a été ambigu. À cette époque-là, il aurait dû être beaucoup plus clair pour que, au lieu de semer des graines qui deviennent après des poisons, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. On n'est toujours encore pas sorti de cette période et ça c'est grave. Les Français ont besoin d'union et d'unité. Première chose. Deuxième chose que je reproche à De Gaulle, c'est l'Algérie. La manière dont il a donné l'indépendance à l'Algérie, on en parlait tout à l'heure, bien sûr que l'Algérie devait évoluer et se séparer de la France à un moment donné, j'en suis persuadé. Mais pas de cette manière rapide, expéditive et brutale comme il l'a fait, mettant les populations françaises qui vivaient en Algérie dans une situation épouvantable. Plus de millions, 1 million oui, 500 c'est ça, 1 500 000. Mais mettant aussi les Algériens de souche, les Algériens musulmans, en particulier ceux qui avaient servi la France, fidèlement et loyalement, dans une situation absolument terrible, les harkis, mais même aussi les populations algériennes qui ont suivi et qui sont restées en Algérie. Quand on voit le drame que vit l'Algérie aujourd'hui, je pense que ça vient des choix faits trop rapidement par le général de Gaulle en 60, 61, 62, quand il a donné le pouvoir aux plus mauvais des Algériens, au FLN, au parti, aux plus mauvais des indépendantistes algériens. Il y avait d'autres Algériens qui auraient, à mon avis, fait beaucoup mieux au pouvoir, des gens plus intègres, honnêtes, et qui n'auraient pas confisqué le pouvoir pour eux-mêmes et leur clan. C'est les deux choses. À part ça, je dois dire que on peut être d'accord ou pas d'accord avec certains aspects de la politique du général de Gaulle, mais c'est un homme d'État qui avait une certaine idée de la France, comme il le disait lui-même, qui ne s'est jamais plié à faire des choses qu'il considérait comme contraires aux intérêts de la France, vis-à-vis des Américains notamment. C'est lui, je vous rappelle son voyage à Moscou, c'est lui qui a tendu la main à l'Union soviétique encore, et je pense que De Gaulle avait une vraie vision. Voilà, alors ça c'est pour parler de Gaulle, pour vous dire ce que j'en pense moi à titre personnel. J'ai beaucoup d'amis gaullistes aujourd'hui, parce que le gaullisme c'est la base du souverainisme, pour beaucoup de gens. Et moi je suis aussi souverainiste, bien sûr. Je voudrais que mon pays soit un pays grand, fort, pacifique,
fort de ses valeurs, fort de son identité, fort de sa générosité et fort de ses moyens, donc, et indépendant. Donc je suis souverainiste, comme beaucoup de gens normaux, je dirais. Voilà ce que je peux dire sur cette... Et la deuxième question, c'était... C'était... O podršci koju Steve Bannon i Ah oui, c'était Marine Le Pen. Yes. Alors, il y a... En réaction au gaullisme dans les années 60, il y a eu un petit parti qui est né progressivement, qui s'appelait le Front National. Le Front National aujourd'hui, parce que la droite classique et la droite gaulliste n'existent plus, le Front National a capitalisé sur ce besoin de patriotisme, ce besoin de défense face aux inquiétudes majeures, l'immigration, etc. Bon, personnellement, je pense qu'il y a un vrai sujet dans ce parti, qui est maintenant est à 28, 30%. Je pense aussi qu'il est diabolisé parce qu'il y a des vieilles histoires qu'on ressort toujours pour continuer à diaboliser ce parti. Je pense aussi que c'est un parti jeune et pas structuré, où il manque de cadre, d'envergure, il manque d'intellectuels, il y en a, mais pas suffisamment. Et je pense personnellement que Marine Le Pen n'a pas la carrure d'un président de la République. C'est ce que je pense. Je pense que malheureusement les dernières élections l'ont montré. Son fameux débat avec M. Macron l'a montré. Elle aurait pu aborder tous les thèmes essentiels, elle ne les a pas abordés. Elle s'est laissée déborder, enfoncée par ce jeune homme qui est brillant, mais qui a aussi beaucoup de faiblesses et beaucoup de faiblesses en lui. Et donc elle a montré qu'elle n'était pas, à mon avis, au niveau. Donc maintenant, en France, on est un peu à la recherche de quelque chose, de quelqu'un. Les Français ont besoin d'incarner leurs espoirs, leurs espérances dans quelqu'un. Alors il y a eu, dans des périodes de l'histoire, il y a eu Jeanne d'Arc, il y a eu des personnages historiques qui ont marqué dans toutes les époques. Et puis aujourd'hui, on attend un peu un Napoléon Bonaparte, ou on attend un peu un nouveau De Gaulle, ou on attend un peu quelqu'un qui se lève et qui dise à ce peuple français, qui arrive à lui redonner confiance en lui-même, en ses richesses, en ses atouts, en ses valeurs, pour se remettre debout et repartir vers l'avant. Il y a eu une convention de la droite, là, le week-end dernier à Paris. J'étais moi au Monténégro, donc je n'ai pas vu cette convention de près, mais je connais bien sûr un certain nombre des gens qui parlaient. Un homme comme Éric Zemmour dit aujourd'hui des vérités évidentes. Et il n'est pas un homme politique, il est un intellectuel, il est un journaliste, un écrivain, un intellectuel, mais il dit des vérités évidentes. Elles peuvent choquer certains parce que certains ont peur de dire la vérité, ont peur que dire la vérité amène à la guerre civile. Mais moi je pense que la guerre civile viendra si on ne dit pas les vérités avant. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer demain en France, mais encore une fois je suis inquiet pour mon pays parce qu'il va mal. Il va mal au plan social, on l'a vu avec l'affaire des Gilets jaunes. Moi les Gilets jaunes ont toute ma sympathie. Je pense que ce sont des bons Français, des vrais Français. Je ne parle pas des casseurs extrémistes qui viennent de l'extrême gauche, les Black Blocs et tout ça. Je ne parle pas d'eux, qui ont essayé de récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Mais les vrais Gilets jaunes, ce sont des Français humbles, modestes, qui ont des difficultés pour boucler les fins de mois, comme on dit en français, qui ont des salaires très, très justes, qu'on charge d'impôts toujours et toujours et toujours plus. C'est les classes moyennes et les classes les plus défavorisées qui payent les impôts en France. C'est pas juste. Donc je pense qu'il faut arriver à retrouver en France l'union entre Français, la communauté de destin qui est fondée sur nos racines chrétiennes, qu'on soit chrétien ou pas, mais qui est fondée sur nos racines chrétiennes, et la justice. Il faut davantage de justice sociale et de justice dans tous les domaines. On voit bien que
La justice aujourd'hui en France ne va pas du tout. Selon que vous êtes d'un côté ou d'un autre, vous êtes puni ou gracié. J'ai vu avec effarement qu'un violeur de petite fille avait 4 mois de prison avec sursis, alors que les jeunes gens qui sont allés interdire aux migrants le passage de la frontière italienne en France l'été dernier ont pris de la prison ferme pour plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des amendes incroyables. C'est scandaleux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Ça veut dire que la justice n'existe plus. Il faut revenir à Saint-Louis, roi de France, qui était le modèle de la justice en France, pour arriver à remettre ce pays sur les rails. Voilà. La tâche est immense. La France est un grand pays, c'est vrai, mais aujourd'hui elle est un pays fracturé, divisé, appauvri dans son mental, dans sa foi, dans son espérance. Il faut arriver à inverser tout ça. Il nous faut un grand homme ou une Jeanne d'Arc. Voilà. I na kraju ključno pitanje, pošto je napomenuo Napoleona, koji je još u ono vrijeme rekao da bankari kontrolišu Francusku, da li Rothschildov kapital kontroliše Francusku, jer je Macron Rothschildov bankar ostao? J'ai compris la question. Ah ouais. L'argent est maître, l'argent est règne partout. Monsieur Macron, que personne ne connaissait en France, n'est arrivé au pouvoir dans des conditions incroyables que parce qu'il y avait les puissances de l'argent derrière lui. Voilà. Et c'est ces mêmes puissances de l'argent qui l'amènent à vendre maintenant les joyaux de l'industrie française. Voilà. Donc tout est dit. À partir de là, tout est dit. Bon, bah, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.